parce que tu n'as pas les mêmes appétences à Paris qu'à Marrakech ou même qu'à Londres. Londres, par exemple, ils ont l'habitude du pub, c'est l'extension de leur salon. Donc c'est vrai qu'ils ont plus envie d'un moment très convivial qui colle à leurs habitudes. Donc typiquement le dîner à 10, on en fait parce que ça permet de changer. Puis on a beaucoup d'expats qui en font. Donc il y a culturellement, ils aiment bien l'esprit de salle à manger. Mais c'est vrai qu'on penche plus sur des expériences type apéro à Londres. C'est forcément les conversations. Un voyage à 20 ans, c'est pas le même qu'à 65. Donc vous créez quand même des groupes homogènes en termes de Maintenant, tranche d'âge. oui, tout à fait. Maintenant, oui, il y a entre 5 et 10 ans d'écart parce que, voilà, on va pas faire des tables de 1988, ça n'aurait pas de sens. Mais comme ça permet d'échanger. Puis en plus, avec cette petite différence d'âge quand même, ça permet aussi à des convives d'avoir passé des étapes que d'autres sont peut-être en train de vivre. Et voilà, ça s'échange des petits tips. Et c'est vrai que oui, quand on mixait toutes les tranches d'âge ensemble, c'était des bons moments, c'était très convivial, mais c'était pas certain qu'ils se revoient derrière. Voilà. Donc nous, on a préféré vraiment créer des nouvelles bandes d'amis et qui sortent de leur quotidien ensemble. Est-ce que tu constates l'amitié femme-femme, homme-homme, ou est-ce que ça se mélange? Il y a les deux. Il y a beaucoup de tablées qui se retrouvent même entre elles. Ah bah tiens, faut que je te présente Mathieu que j'ai rencontré à mon dernier dîner. Ça se mélange. C'est une effervescence. Les gens sont très contents et sont très fiers en plus de dire bah tiens, tu vas t'entendre avec ma meilleure amie, tu vois. Donc ça, on est très content parce que du coup, même en plus, le petit chemin de la communauté se fait même après les Dixner. Il y a un mouvement qui se crée. Voilà, ils ont envie de surtout se rencontrer avec ceux qui vont bien s'entendre. Il y a l'après Dixner qui est non négligeable. Ouais. Est-ce qu'un projet de dîner amoureux se profile? On sait qu'il y a un besoin, une envie, et nous, comme on est très à l'écoute en plus de nos convives, moi je suis très proche de ma communauté, je m'occupe en plus de tout le SAV, donc j'ai en direct les retours, puis quand on fait nos événements du Drinks, comme je parlais là, tout à l'heure, on les a en direct, donc c'est vrai que je sais qu'il y a des célibataires, je sais qu'ils nous font confiance pour les rencontres amicales, qu'il y a ce tampon premium aussi, le prix peut aussi définir un matching, on sait que la personne qu'on va rencontrer à ce moment-là a le même pouvoir d'achat que nous au même moment, ou en tout cas pour les mêmes choses. Donc ça fait une première sélection. Donc on sait que voilà, si des couples se sont formés, c'est qu'on s'est bien matché. Donc on l'applique maintenant pour les rencontres amoureuses parce que on a 80% de célibataires. On a un nouveau moyen de se rencontrer. Comme je disais, il n'y a pas les codes négatifs des applications de rencontres amoureuses avec la photo avant, la pression, etc. Le ghosting, encore, on y revient. Donc oui, on a entendu la demande et on est content de trouver des bons moyens, des bons moments de créer des rencontres amoureuses et ça fonctionne. Ouais. Donc, on a parlé des conversations, du déroulé. Est-ce que les bonnes manières sont importantes chez Dîner? Est-ce que ça peut être rédhibitoire, quelqu'un qui se tiendrait pas forcément bien à table, ou au contraire, ça peut... Moi, je dirais que les bonnes manières devraient être partout, parfois un peu rare, c'est une denrée un peu rare, mais à table, écoute, ça dépend jusqu'où ça va. Évidemment, si ça se bagarre, non, mais oui, c'est quelqu'un qui mange la bouche ouverte. Certains le supportent, d'autres moins. Moi, personnellement, pas trop. Mais moi, c'est plutôt comment on est avec le staff, tu vois. Quelqu'un qui s'adresse pas bien à un serveur ou une serveuse, pour moi, c'est plus rédhibitoire. Mais j'ai pas eu d'écho à ce sujet sur ça. En tout cas, on a que des personnes qui se tiennent bien. Mais en tout cas, oui, j'imagine qu'on a envie qu'il y ait des bonnes manières autour de la table. C'est mieux quand même. Et donc, Dîner, c'est ouvert aussi à Londres, à Marrakech, à Toronto, à Berlin. Comment, en fait, ces cultures différentes vont influencer soit les conversations, les menus, le déroulé? C'est très intéressant, c'est une partie que j'aime beaucoup parce que tu étudies la culture et puis aussi socialement, de quoi les gens ont envie, parce que tu n'as pas les mêmes appétences à Paris qu'à Marrakech ou même qu'à Londres. Londres, par exemple, ils ont l'habitude du pub, c'est l'extension de leur salon. Donc c'est vrai qu'ils ont plus envie d'un moment très convivial qui colle à leurs habitudes. Donc typiquement, le dîner à 10, on en fait parce que ça permet de changer. Puis on a beaucoup d'expats qui en font. Donc culturellement, ils aiment bien l'esprit de salle à manger. Mais c'est vrai qu'on penche plus sur des expériences type apéro à Londres. À Toronto, on fait plutôt des expériences un peu snacking. Où on a des verres compris dans une expérience avec des grandes planches à partager. Voilà, on sait qu'on va lancer l'Italie et ça sera plutôt évidemment les apéros spritz. On sait que le dimanche, c'est le point de rendez-vous culminant du spritz. Donc, typiquement, c'est une expérience qu'on va sortir parce que on n'a pas envie de changer les habitudes des gens, on change déjà le moyen de se rencontrer. Donc voilà, on y fait quand même très attention sociologiquement, culturellement. Donc ça veut dire que malgré tout, le repas assis, ça reste très français. Oui. Ouais. Le dîner, en plus, c'est le moment préféré des Français. Donc, c'est pour ça que nous, c'est vraiment l'expérience sur laquelle on communique le plus, sur celle où il y a vraiment un gros engouement
mais parce que voilà, l'offre est belle, l'expérience est top et du début à la fin, tu y vas les yeux fermés. Et puis, du coup, ça rentre vraiment dans notre culture, quoi, de s'asseoir à table, trinquer, se faire passer les plats. Ouais, on aime beaucoup ce moment. Alors, quels sont les grands chantiers pour Dixner d'ici 2027? 2027, il y a l'application qui était très importante pour nous, mais voilà, c'était des frais de développement, on est une start-up, donc nous, on a mis un peu de sous de côté pour justement investir dans une belle application qui va rendre l'achat plus spontané, la communication aussi plus forte, parce que jusqu'à présent, c'est des mails marketing, des choses comme ça. Ça fait beaucoup de mails. Donc là, les notifications, c'est quand même... on peut souffler grâce à ça, parce que voilà, nous, on ne veut pas polluer les boîtes mails de nos convives qui sont déjà bien remplies. Donc l'application, on va aussi voyager un petit peu. On va lancer les États-Unis. On a hâte d'aller dans les grandes villes. On va aussi attaquer les capitales d'Europe dans lesquelles on n'est pas présente, donc l'Italie, l'Espagne, etc. Voilà, on va un peu s'élargir. On a plein de projets aussi qui sont confidentiels, donc il y aura quelques surprises. Mais voilà, on a de belles choses de prévues, mais nous, on prend notre temps. On a envie de dupliquer uniquement ce qu'on sait faire et ce qu'on maîtrise. C'est pour ça, en fait, tu es passé dans Qui veut être mon associé? Oui. Qu'est-ce que toi, tu retiens de cette expérience-là? Comment tu as envisagé d'autres sources de revenus ou levées de fonds? Moi, je pense qu'on est scalable quand on néglige son expérience et les besoins et les envies de ses clients. Moi, la scalabilité, évidemment, elle est moins forte parce que j'ai des ambassadeurs, donc je prends en charge leurs repas. Mais pour moi, ça a une valeur inestimable. Ça rend l'expérience très belle, pérenne. On fait régler les gens en amont leur menu, leur expérience. Ça évite les no-shows, contrairement à la concurrence où parfois ils peuvent être tout seuls à la table parce que les gens ne sont pas venus. Il y a un fort taux d'engagement chez eux que chez nous. Donc moi, je néglige pas mon expérience pour la scalabilité. C'est pas dans mes codes ni mes critères. Donc après, chacun mène son petit bateau comme il le souhaite. Mais moi, je suis plutôt version croisière. Voilà, je prends mon temps. Ouais. J'arrive avec mon beau bateau, mais je viens pas avec un petit Zodiac. Voilà, pour aller vite, ça sert à rien. En plus, c'est des gens qui ont besoin de nous. La solitude, c'est un sujet qui est important. Faut pas en faire un business. Faut pas négliger l'expérience des gens pour son propre bise. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, par rapport à l'émission, c'était une sacrée aventure parce que c'est très stressant, même si moi, après, j'ai finalisé une levée de fonds avec une valo à 1 million de plus. Alors que la valo était plutôt jugée et critiquée dans l'émission, mais ça m'a pas arrêtée, bien au contraire. Et surtout, c'était pas un exercice facile, mais c'était pour Dixner, donc je l'ai fait. On arrive à la fin de l'interview. Une question bonus. Si tu étais un goût, un plat ou une texture, que serais-tu et pourquoi? Alors, moi, j'aime beaucoup la nostalgie dans les plats. J'aime beaucoup des plats qui me rappellent un moment de famille. Voilà, donc moi, je serais plutôt tomate farcie. la tomate farcie du dimanche. Voilà, en famille, parce que j'aime la nostalgie. Ça me met dans un mood très réconfortant. Donc, pour moi, c'est le réconfort. Voilà, les moments qui me réchauffent le cœur. Génial. Merci beaucoup, Astrid, de ton temps. Je t'en prie. C'était super. Pareil. Et on se retrouve à table. Avec plaisir. Si vous aussi, vous souhaitez être à l'aise à la table d'inconnus dans un cadre professionnel, découvrez les formations pour transformer la convivialité en accélérateur d'influence, de confiance et de décision.